L'OM ne fera pas partie des équipes de Ligue 1 qui représenteront la France dans le nouveau format de la Ligue des Champions l'an prochain. 8e à 10 points des Lillois, les hommes de Jean-Louis Gasset, 3e coach de la saison, n'ont pas su profiter des occasions nombreuses de recoller avec le top 4 et sont finalement à la place où leur médiocre performance mérite d'être. Incapables de se qualifier en Ligue des Champions face au Panathinaikos, incapables de gagner l'extérieur 2 matchs de suite, incapables de battre une équipe du top 6, incapables de remonter au classement, les Marseillais sont donc sur une saison bien nulle et bien catastrophique qui, selon moi, était prévisible depuis la nomination de Marcelino au poste d'entraîneur. Outre le fait que ce choix vient après que le président ait expliqué vouloir donner la continuité aux idées de Tudor, il était l'illustration parfaite des lacunes et de la vision assez stupide d'un président qui, après 2 années compliquées en termes de stabilité, continue sur sa lancée sans vouloir se remettre en question. Marcelino n'est pas un mauvais entraîneur, il n'était simplement pas celui qu'il fallait à l'OM, à cette équipe qui devait rapidement être mise en place pour jouer la qualification en Ligue des Champions. Et comme je l'avais prédit, ce choix de Longoria aura coûté la 3e année de son projet. Dans un projet sportif dans le monde du football, la 3e année est pour moi la plus importante, et après avoir saboté la saison de Tudor en vendant Bamba Dieng, Luis Suarez et Milik pour aller chercher Vitinha et un dépressif ukrainien pour venir compléter un secteur offensif délabré, Longoria a continué sur sa lancée de l'année 2023, cataclysmique, en transformant son OM fort en une équipe horrible et construite sans aucune réflexion logique. Tu as sacrifié des joueurs autosuffisants pour des demi-bons joueurs de coups d'éclat, tu as misé 20 millions d'euros sur un latéral gauche qui jouait sur une jambe, et tu as bien évidemment continué à tenter des paris risqués, qui cette fois-ci bizarrement ne passeront malheureusement pas, mais qui étaient bien sentis pour certains. Là pour le coup je peux pas lui tomber dessus. Le sort vient donc s'acharner sur un président déjà en manque de bonnes idées, c'est cruel mais c'est aussi logique. À force de tirer sur la corde, elle cède, et s'il semble exceller avec un budget restreint, les gros transferts de Lodji et Vitinha prouvent qu'il a du mal à s'assurer qu'il fait le bon choix lorsque les sommes sont importantes. Pablo a ruiné la saison avant même qu'elle ne commence. Franchement, je suis assez fier de moi parce que je l'avais vu venir, et la situation m'a donné raison. Mais tout remettre sur le président, ce serait ingrat. Ces joueurs sont des joueurs professionnels de football, ils sont payés pour jouer, et pourtant, plus la saison avance, plus on voit leurs limites. Paul Lopez est un gardien froussard, il aime plus sa ligne que son clean sheet, et cela donne lieu à des buts de gag, des humiliations et des erreurs de main absolument indignes d'un gardien professionnel. Gigot est incapable de ne pas faire au moins une faute susceptible de lui valoir un rouge dans un match. Il est mauvais dans son positionnement, il est trop interventionniste, et les adversaires savent en profiter. Klose choisit ses matchs, la plupart du temps il est moyen, mais lorsqu'il le veut, il est l'un si ce n'est le meilleur latéral du championnat, en tout cas pour moi. Il est un joueur frustrant, et la situation l'entourant semble être bizarre en interne. Merlin s'est blessé, mais je pourrais quand même mettre en avant sa faiblesse dans ses choix, dans les duels défensifs et dans sa qualité de pied, que je pensais supérieure. Depuis son arrivée, il est en acclimatation, donc je suis clément avec lui, surtout qu'il a montré 2-3 choses bien meilleures que Lodji, mais ça reste vraiment bas niveau je trouve. Kondogbia tire une charrette, se fait bouger par tout le monde et n'est pas capable de répondre présent, si ce n'est à l'infirmerie. Il était censé apporter son expérience, son leadership, mais au final tout ce qu'on voit de lui, c'est un joueur qui semble être sur la fin, et qui n'arrive que trop peu à montrer le joueur qu'il est. Ces quelques bons matchs sont soit coupés par une blessure, ou alors éclipsés par des performances honteuses le match d'après. Onana est aussi bon que le gardien qui porte son nom, mais c'est dommage que lui soit un joueur de champ, ses mains ne lui servent donc à rien. Venu en tant que joker sans réelle raison puisque Gay était de retour, comme prévu, il est un échec, et heureusement que son option est liée à une condition irréalisable. Verretou donne parfois l'impression d'être perdu sur le terrain, mais je reviendrai sur son cas plus tard. Unai a eu du mal à s'adapter tactiquement, et surtout, il a l'obligation de ne pas salir ses vêtements puisque sa machine à laver est cassée. Il est celui qui fluidifie le jeu, qui permet de toujours avoir une solution, mais trop souvent il joue en costard, sans vouloir faire le sale boulot, et sans vouloir chercher le mouvement qui changera tout. On l'a vu contre Benfica quand il veut, il est excellent, mais malheureusement, on ne voit pas assez le Unai qui nous fait plaisir. Et maintenant, passons au croustillant. Harit est devenu une caricature de lui-même. J'avais dit qu'il lui faudrait 6 mois pour revenir au plein régime, pour redevenir ce leader offensif qu'il était avant sa blessure, mais au final, je crois que ce leader n'existait que dans mon cerveau. Sa première touche est un délice, sa capacité d'élimination en recevant le ballon est phénoménale, mais malheureusement pour nous les supporters, il est absolument incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Il ne sait pas faire une passe intéressante dans la course, il ne sait pas tirer dans une cage à 9 mètres de lui, il ne sait pas centrer, il donne même l'impression d'avoir peur de faire quoi que ce soit de dangereux, et très honnêtement, le match contre
contre Benfica a dépassé les limites de ma patience. Aujourd'hui, je m'excuse officiellement de vous l'avoir présenté comme le successeur de Payet. C'est avec une honte immense que je vous demande pardon et j'espère que Dimitri trouvera la force de le faire. Après, pas sûr qu'il en ait quelque chose à foutre de moi. Le Marocain avait un boulevard pour s'imposer techniquement comme un leader. Maintenant, tout le monde a bien compris le petit joueur qu'il est et sans casser son plafond de verre, je pense qu'il ne deviendra jamais ce magnifique playmaker que je voyais en lui. Correa lui fait exactement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire encaisser ses 500 000 € mensuels pour s'asseoir sur le banc et réfléchir à son prochain assado, qui permettra de resserrer les liens dans l'équipe. Le salaire de Payet pour un joueur qui ne joue pas, une sacrée masterclass de notre cher président, qui je l'espère, sort l'argent de son propre salaire. En vrai, je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose, mais bon, son option étant liée à des clauses réalisables et irréalisables, il fallait qu'il ne joue pas trop au cas où il réussisse à nous aider, comme Radonjic l'avait fait en sortie de banc. Luis Enrique est le joueur le plus frustrant que j'ai jamais vu de ma vie. Il ne tente rien, il n'ose rien, et passe son temps à faire semblant de jouer. Ses coups d'éclat montrent que s'il tentait plus souvent, s'il l'osait, il serait un joueur utile dans la rotation. Mais actuellement, il est le yaourt sans sucre, périmé au fond d'un frigo que t'as pas ouvert depuis 2 semaines minimum. Encore une masterclass de notre direction, et si personnellement je pensais que ce serait une bonne idée de le garder 6 mois dans la rotation, c'est assez drôle de voir qu'encore une fois, avec un coach, il passe devant NGI pour que le 4-3-3 nul à chier fonctionne. Isosar est exactement ce que Neissa Le Poulpe avait décrit sur Twitter, un joueur tellement frustrant qu'il me fait regretter Cengiz Under. Quand je parlais de joueurs de coups d'éclat, je pensais clairement à lui, et quand tu compares l'apport des deux joueurs, je te demande si l'objectif de Longoria, c'est pas de tout faire pour ruiner son propre travail. Depuis le début de saison, nos meilleures périodes sont clairement liées à lui, à sa capacité à avaler les espaces, à prendre la profondeur et à taffer son adversaire direct. Malheureusement, il est un joueur sur courant alternatif, avec des problèmes physiques et une incapacité à reproduire plus de 3 matchs ce genre de prestations. Reste le petit chouchou qui revient à la maison, Iliman Ndiaye qui malgré la belle histoire est plutôt mauvais. Joueur axial, il perd trop de ballons, il est trop stressé, il casse trop d'actions et c'est dommage. Incapable de jouer sur un côté, il a connu une saison difficile dont je reparlerai de son cas plus tard, mais ce n'est clairement pas la plus grosse déception de cette saison. Non, cet honneur revient à notre très cher meneur marocain, en tout cas pour moi, puisque comme je l'ai dit, j'avais énormément d'espoir placé en lui. Voilà, j'ai fait le tour des mauvaises élèves de l'équipe, et si je pense que certains comme Ndiaye, Merlin et Verretou méritent de continuer à l'OM, méritent d'avoir une seconde chance pour les 2 premiers qui pour moi ne répondent pas aux attentes, bah tous les autres doivent absolument partir. Si d'habitude on se plaint du nombre de mouvements, cette saison l'effectif est tellement mal construit, tellement ingérable et tellement nul qu'un changement en profondeur sera nécessaire. Et je pense très honnêtement que c'est un objectif pour notre cher président. L'Espagnol nous a donné de l'espoir avant de le détruire devant nos yeux, c'est triste, mais il n'est pas le seul fautif. Les joueurs n'arrivent pas à répondre aux attentes, simple, ils n'arrivent pas à élever leur niveau un seul moment. L'humiliation contre le PSG et les réactions montrent aussi qu'ils sont décalés par rapport à leur performance, et c'est un point qu'il faut évidemment évoquer. Un président qui devient débile, des joueurs moyens surcotés qui ne répondent pas aux attentes, et cheddar sur les frites, des supporters complètement abrutis qui rajoutent une couche à la situation. L'OM cool, mon club cool, et cette saison nous rappelle qu'un projet, ça se réfléchit. Au lieu d'accepter d'investir enfin un peu d'argent sur le poste d'entraîneur, Pablo a continué à vouloir aller chercher l'occasion libre parfaite. Comme à chacun de ses coups de Trafalgar, il a tenté de nous entourlouper avec des rumeurs plus intéressantes avant de nous achever et de tuer son propre mandat en allant chercher Marcelino. Lui qui s'enorgueillait de connaître le contexte marseillais est allé chercher un coach qui n'y colle absolument pas, et en plus d'avoir trahi une amitié, il a caché le licenciement de son pote en utilisant la réunion stupide des supporters pour faire croire que c'était son idée. Durant toute l'année 2023, Pablo Longoria nous a pris, nous, les supporters de l'OM, pour des débiles profonds, et quand tu te balades un peu sur les réseaux sociaux, tu te demandes si finalement, au vu du soutien dont il bénéficie toujours, bah il n'aurait pas eu raison. Aujourd'hui, l'OM est l'équipe la plus vieille de Ligue 1, l'équipe qui utilise le moins de ses jeunes joueurs, et si certains pensent que les exploits de la jeunesse phocéenne en Gambardella peuvent permettre une nouvelle ère à l'OM, je vous invite à vous renseigner sur la situation contractuelle de tous ces meilleurs joueurs. Depuis son arrivée, Longoria n'a prolongé que 2 joueurs de mémoire, Valentin Rongier qui a rejoint son agence, et Bilal Nadir, blessé, qui a obtenu son contrat pour le sauver d'une situation terrible. L'OM cool, encore une fois c'est important de le rappeler, mais étant donné le contexte, tout n'est pas négatif. Pierre-Emerick Aubameyang. Peut-on se poser quelques minutes et parler de sa saison? Venu remplacer Alexis Sanchez à la pointe de l'attaque, il est en train de nous sortir une performance exceptionnelle. Dans une équipe où Harit, Luis Enrique, Valentin Rongier, Pape Gueye et Kondogbia sont incapables de marquer 2 buts, il est le leader offensif, le joueur le plus tranchant, le plus décisif et celui qui permet donc à l'OM de gagner ses matchs. Outre Mbemba et Isosar, tu n'as aucun autre joueur capable de t'apporter des buts sur la durée, et ça explique pourquoi malgré sa très bonne saison, tu en attends plus. Il est tellement la seule source de buts que quand l'équipe perd, tu te tournes vers lui, puisque c'est lui, et lui seul qui peut t'offrir la victoire. Franchement, c'est triste.
L'OM est tellement nul que la victoire dépend de l'état de forme et du niveau de performance d'un seul joueur, et ça illustre bien la construction catastrophique de cet effectif. J'ai parlé de Mbemba, mais il reste le patron de l'équipe, le vieux père de l'arrière-garde, et ses dépassements de fonction sont une des rares choses qui permettent à cet OM infâme d'être dangereux. Si je devais faire un top, il serait dedans avec Verretou juste derrière lui, Obama en premier, et en second, le chouchou des moins débiles, Leonardo Balerdi. Est-ce qu'on se rend compte du mental, de la force intérieure qu'il faut pour encaisser tous les avis de merde de la team OM? Cette bande de malades mentaux qui ne jure que par la grinta et la sueur d'homme sur un maillot de taille L, pour savoir si un joueur est bon. Est-ce qu'on se rend compte de l'état de l'équipe si lui, celui dont tout le monde, même moi, a critiqué parfois pour rien, simplement parce qu'il symbolisait les faiblesses défensives de l'équipe, n'était pas là? Bon après une bonne saison sous Tudor, malgré le contexte horrible de cette saison abominable et digne de Mitchell, Leonardo Balerdi est un rayon de soleil, une éclaircie dans un monde en ruine. Seul joueur capable de porter le ballon, de distiller de bonnes passes, de lancer les actions offensives, d'attirer le pressing pour créer des décalages, Balerdi a été ce player, ce dernier défenseur, ce dernier rempart qui protège un gardien dépressif en manque de confiance et incapable de sortir de sa zone. En diminuant son nombre d'erreurs, en améliorant sa concentration, en étant capable de limiter ses interventions à double tranchant, il est enfin devenu un défenseur capable. Alors évidemment, il n'est toujours pas parfait, mais quel joueur fantastique quand ton équipe est aussi nulle à regarder. Il influe sur les deux niveaux du jeu de l'OM, il est aussi un leader vocal et très probablement la raison pour laquelle cette équipe ne joue pas le ventre mou. Alors plutôt que de continuer à taper sur ses collègues, j'avais simplement envie de dire merci. Merci à lui d'avoir tenu bon malgré la montagne de débiles mentaux qui sont allés l'insulter, le menacer ou qui sont allés jusqu'à faire une grève de la faim pour lui manquer de respect. Tu es un être humain formidable, un joueur de ballon très intéressant et l'un des seuls qui aura respecté ce club et ceux qui t'ont soutenu sans relâche. Aujourd'hui, après l'Ajax, c'est l'Atlético qui fait parler. Perso, je le verrais bien en Italie pour corriger ses derniers défauts dans une équipe qui colle à son profil, comme l'Inter, qui pourrait lui permettre de passer un cap, notamment dans son apport offensif, qui pourrait être encore meilleur selon moi. Et c'est triste, mais c'est quasiment sûr que cette fois, son départ va avoir lieu. Pendant que nos très chers supporters ont acclamé un local pour ses cuisses, son bandage à la tête ou son maillot mouillé, toi tu as décidé de protéger son dos. Tu es devenu un chasseur, un défenseur plus intéressant, avec toujours des faiblesses, mais qui coûteront moins de matchs qu'avant. Franchement, je trouve ça inspirant. Et j'espère que comme Redon Bougueraba, l'homme qui nous a offert le titre de champion d'Europe, il aura une récompense de la part de nos très chers supporters, qui connaissent le football et qui donc reconnaissent tous son apport. L'OM est mort, Longoria l'a tué, et si Obama aura tenté de nous sauver, Balerdi l'aura tenté aussi en défendant. Sa saison est vraiment incroyable puisque sans Rongier, il a dû couvrir une zone folle aux côtés d'un central totalement incapable de réfléchir avant d'agir et qui malgré quelques bonnes performances est très souvent à la limite. En soi le Balerdi que les gens pensent voir, sauf qu'il s'appelle Gigot et qu'il est Marseillais. Donc ça va. Son départ va faire mal puisqu'il faisait partie des derniers visages de cet OM qui n'a plus aucune identité. Sans joueur qui reste, l'équipe n'a plus de visage, elle n'a plus de sympathie et donc en tant que supporter, tu n'as plus d'attache. Longoria a tué l'OM, et malgré ma chaîne YouTube, suivie par toute la France, je n'aurais pas pu être l'oracle qui protège d'un danger. Dans cette histoire, je n'aurais été que le témoin du crime qui n'aura jamais été écouté, celui que le public prend pour un fou, mais qui aujourd'hui peut se vanter d'avoir raison. Et ça, c'est la meilleure des choses. Les 7 matchs restants sont donc cruciaux pour espérer que Mehdi Benassia puisse sauver les organes encore fonctionnels l'an prochain. Puisque sans Europe, tu devras les vendre pour espérer rester à flot au vu des investissements faits depuis 3 saisons. Et oui, il y aura pas d'Europe, faut pas rêver. La saison est morte en termes de résultats, mais en termes d'émotion, tu peux encore protéger les meubles en réussissant un exploit. Contre Benfica, tu peux limite sauver l'image de cette année maudite en profitant de l'ambiance de folie d'un vélodrome plein à craquer qui, malgré tout ce qu'ils ont subi, reste derrière cette équipe. Tous les Marseillais seront devant ce match, que ce soit devant son écran ou au bord du terrain. Tout le monde soutiendra cette équipe en espérant un miracle qui permettra aux 70 000 personnes qui iront voir ça un moment magique hors du temps, comme on l'a vu il y a 7 ans je crois, contre la Leipzig. Alors merci d'avance à tous ceux qui relèveront la tête pour se battre, tous les joueurs qui élèveront leur niveau de performance pour offrir aux supporters qui les ont soutenus du début jusqu'à la fin un petit moment sympathique. Et merci à Aubameyang, Mbemba, Verretou et Balerdi, vous n'avez pas été parfaits, mais vous avez tout donné. Et je respecterai ceux qui feront pareil que vous jusqu'à la fin. Les autres, on vous oubliera comme Encham.